Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine santé de Radio J. Bonjour, docteur Serge Rafale. Bonjour, Nicolas. Le grand rêve de l'humanité et de la société actuelle est de dominer son corps, de prolonger sa vie en préservant une capacité de séduction. La chirurgie esthétique institue en partie une révolte contre la mort annoncée par les stigmates du vieillissement. Elle participe donc à la lutte pour la vie, pour la qualité de la vie. Le corps, les changements qu'on lui impose, les conditions de cette transformation constituent à la fois le sujet central de la réflexion et de l'exercice professionnel du docteur Vladimir Mitz, le fidèle chroniqueur aujourd'hui invité de cette émission, chirurgien esthétique et réparatrice confirmée dans cet ouvrage au titre explicite, La passion du corps, paru chez l'Harmattan, sous-titré Des mythes à la chirurgie. Vladimir, vous changez de casquette et de siège aujourd'hui. C'est une promotion, ça. Avec grand plaisir. Ça, c'est une promotion. Et vous nous dévoilez dans cet ouvrage vos états d'âme, détaillez la pratique telle qu'elle devrait être et vous livrez votre expérience d'une carrière admirable. Vous êtes donc notre invité aujourd'hui. Docteur Serge Rafale, c'est la première partie de l'entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Mitz, cher Vladimir, bonjour. Bonjour. Je suis évidemment très heureux de vous recevoir comme invité, car vous êtes probablement un des chirurgiens de réparatrice et d'esthétique les plus expérimentés, les plus réputés. Vous avez créé à l'hôpital Boucicaut, dans le service du professeur Raymond Villain, que vous aimez à citer. SOS Main, vous êtes membre de l'Académie de chirurgie depuis 1999. Vous êtes vous intervenez régulièrement dans les médias, vous en dénoncez parfois les excès. Vous avez beaucoup écrit sur votre pratique pour qu'elle reste humaine et scientifique. Vous êtes donc un des mieux placés pour évoquer cette spécialité belle et intrigante à laquelle vous avez consacré votre vie et pour laquelle vous avez conservé une passion intacte. Votre ouvrage évoque les rapports ambigus entre le bistouri, l'homme qui le tient, le patient qui demande le geste et le subit, la société ambivalente qui autorise ce geste et le vilipende. On comprend à vous lire que la chirurgie esthétique est quelque part en accusation et vous en êtes un merveilleux avocat. Vous avez adopté dans ce travail une démarche originale, la relecture de mythes anciens dont nous connaissons pour certains uniquement le nom. Nicolas nous rafraîchira la mémoire dans la deuxième partie de notre magazine. Alors, pour écrire ce livre, vous avez coopéré avec ChatGPT, dont nous avons évoqué il y a quelques semaines avec le dernier immortel, le professeur Raphaël Gaillard, les immenses ressources et les limites. Et vous citez abondamment Jim Morrison, qu'on ne s'attend pas à trouver ici, un poète, dites-vous, à la pensée intelligente et créatrice que vous admirez et dont les idées deviennent les vôtres. Eh oui, parce que la passion du corps, qui était une dénomination maintenant très à la mode en ce moment, il y a même une exposition sur la passion du corps au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est un photographe qui s'appelle Sender, qui dans les années 30-40 photographiait les corps des gymnastes. Et le titre de l'exposition s'appelle d'ailleurs aussi La passion du corps. Et cette passion du corps, nous, chirurgiens, nous la connaissons parce que le corps, c'est notre domaine dans lequel nous devons naviguer et en sécurité pour les patients. Et puis, pour écrire un livre, je me suis dit qu'il fallait prendre un petit peu de hauteur. La poésie est quelque chose qui est fantastique parce qu'elle dit en peu de mots ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est une vibration de bonheur. Et Jim Morrison est une de mes idoles, d'abord comme poète, comme écrivain, parce que c'était un homme extrêmement intelligent, avec un certain nombre d'inconvénients et de défauts, mais son esprit était aiguisé, et à chaque chapitre, j'essaye de trouver une citation qui peut mettre en avant ce que je vais dire dans ce chapitre. Et puis, n'étant pas à moi-même capable d'écrire de la poésie, j'ai demandé à ChatGPT des poèmes qui sont en quelque sorte un rapport entre la chirurgie, le mythe. Et j'étais très étonné de voir que ChatGPT, qui a accès à toutes les données de la littérature, de Wikipédia, était capable de faire des poèmes qui étaient justes au niveau de l'historique et même imaginatifs au niveau du contexte qu'il arrivait à créer. Et donc, c'était avec grande curiosité que je les ai à chaque fois reçus et je me suis permis aussi de les citer dans ce livre, j'espère pour le plaisir de tous ceux qui le liront, parce que c'est quand même un temps très curieux que nous vivons actuellement.
Alors, avant de parler du corps, on va commencer par le début, je dirais, pour le public. Vous allez nous expliquer la différence entre la chirurgie plastique, la chirurgie réparatrice, la chirurgie esthétique, maintenant la médecine esthétique qui est venue se greffer dessus. Le souci esthétique du corps a toujours existé chez l'être humain, même au temps préhistorique. Si on regarde l'art rupestre, il y a des mains, des silhouettes, des visages, et donc c'est quelque chose qui très vite a imprégné l'humain, qui a tenté de se caractériser un individu par rapport à un autre. Et puis petit à petit, les guerres ont entraîné des mutilations. Et ces mutilations étaient parfois insupportables. Ne pas avoir de nez, d'oreille quand on est un survivant, ça posait des problèmes déjà dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. Et figurez-vous que l'art de reconstruire un nez fait partie de ce qui a constitué la chirurgie réparatrice. Parce que c'est très compliqué. Un nez, c'est de la peau, de l'os, c'est au milieu de la figure. Et donc, il fallait une grande imagination pour savoir comment on allait pouvoir recréer ce monticule de chair. Et cette chirurgie réparatrice s'est donc développée. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu la guerre, on a eu besoin de chirurgiens pour sauver l'intérieur du corps, les viscères, mais aussi le visage, les bras, les jambes. Et donc, cette chirurgie réparatrice s'est développée. Et puis, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on se rende compte que plaire à l'autre était un des éléments fondamentaux du plaisir de vivre. Et la naissance de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire d'opérer, pour un chirurgien, il s'agit d'opérer un être qui est normal et qui veut être modifié pour avoir une meilleure apparence. Et je dois dire d'ailleurs que beaucoup de chirurgiens juifs, de Berlin notamment, un certain Jacques Joseph et d'autres, un autre qui s'appelait Eugène Hollander, ont inventé des techniques de chirurgie esthétique, cette fois, étant bien entendu que la chirurgie esthétique, elle part d'un individu sain qui veut être transformé en un individu sain, mais différent. Et puis, petit à petit aussi, on s'est aperçu qu'il fallait s'occuper du métabolisme du corps, de ce qui fait l'apparence de la peau. Et donc la médecine esthétique s'est aussi considérablement développée. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes, tous les hommes se réveillent en disant « je voudrais ne pas vieillir ». Et cette bataille contre le vieillissement est une bataille immémoriale. Vous dites l'oppression de son corps par le vieillissement. Tout à fait. Et puis en plus, le vieillissement est injuste, il est inégal. Prenez une classe d'âge, vos copains de lycée, et vous les regardez, vous vous réunissez avec eux. Quand on vous voit, vous êtes un jeune homme juvénile de 60 ans peut-être, alors que peut-être autour de vous, ceux qui avaient fait les mêmes études, on se dit, oh là là, quel vieillard, 80 ans, c'est fini, il a les poches sous les yeux, il est moche, il a le cou qui pendouille. Et donc tout ça fait qu'il y a cette injustice de la nature, et la médecine esthétique, elle essaye de combattre, mais sans bistouri, toutes ces injustices par des inventions, des crèmes, des applications, des lasers. Donc aussi, la science permet un grand développement de la médecine esthétique. Vous dites quelque chose d'important dans votre ouvrage. Vous dites que la chirurgie esthétique est destinée à ceux qui doutent et qui ont un complexe fondé anatomiquement. Mais elle ne s'adresse pas expressément à ceux qui pensent que l'amélioration du corps va améliorer leur esprit. Voilà, ça je crois que c'est un des phénomènes fondamentaux qui nous rapproche un peu des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues. C'est que notre métier, quand on reçoit un patient, c'est de voir quel est le retentissement d'un complexe qu'il nous décrit ou que l'on peut remarquer et à quel point ce complexe peut lui délabrer le quotidien. Et c'est tout à fait évident que, par exemple, une jeune fille musulmane qui a un grand nez, elle ne va pas forcément souffrir de son grand nez parce que ses parents ont un grand nez, parce que dans sa famille, on est un peu opposé à la modification corporelle. Et finalement, dans la même fratrie, il y aura une autre jeune fille qui, elle, va dire « moi, je ne supporte pas mon nez, je voudrais me faire opérer, mais je voudrais quand même ressembler un petit peu à ce que j'étais avant. » Elle a un complexe, elle en souffre, et cela peut arriver déjà dès l'adolescence. Ce qui est très curieux, c'est de voir l'impact de ce complexe qui va vraiment écraser la vie de certains adolescents qui doutent de leurs oreilles, de leur nez, de leur sein. Déjà, à partir de la puberté, une jeune fille peut souffrir de sa poitrine et elle ne va pas oser se montrer dans les vestiaires, elle ne va pas vouloir aller à la piscine. C'est quelque chose qui est très lourd à porter. Et donc, tout notre métier, c'est d'appréhender chez l'autre quelle est l'importance de son complexe. Et la question numéro 2, est-ce que je peux quelque chose pour le modifier ?
Et question numéro 3, est-ce que je peux maintenant le modifier à notre époque, dans notre génération, d'une façon quasi invisible ? Vous expliquez, Dr Mitz, que la société a changé son rapport au corps et le corps naturel est écarté, tombé de son piédestal. C'est un espèce d'adieu au corps d'échéance. Et aujourd'hui, le corps fabriqué est d'une beauté stéréotypée. Voilà, ça c'est un autre... C'est les canons de la beauté, les magazines. Tout à fait. Mon maître Raymond Villain, que j'aime bien citer, disait toujours que les canons de la beauté dépendent de l'artilleur. C'est-à-dire que, au fond, il n'y a pas de vrai canon de la beauté. C'est intéressant de voir que Albrecht Dürer, un très grand artiste du XVIIe siècle, qui dessinait merveilleusement bien, qui a fait des autoportraits, des gravures fantastiques, a essayé de faire un livre entier sur les normes de la beauté. C'est-à-dire, il a mesuré centimètre par centimètre, de haut, en bas, en largeur, pour essayer de déterminer dans ses livres quel pouvait être le canon de la beauté. D'autres chirurgiens se sont intéressés au nombre d'or, qui est le rapport entre la longueur et la largeur, qui en gros est considéré comme beau lorsqu'il est de à peu près 1,66. C'est ce qu'on voit par exemple dans les grands bâtiments anciens grecs comme le Parthénon. Il y a un rapport très subtil entre la longueur et la largeur qui donne une impression d'harmonie. Mais en fait, à notre époque, tout ça est terminé. Parce que ce que les gens veulent, c'est pas ressembler tellement à des normes, ils veulent rester singuliers et ne pas subir les normes de la société. Sauf, malheureusement, certains adolescents qui, eux, sont victimes de la notion d'idole, de la notion de ressembler à un artiste qu'ils aiment beaucoup. C'est l'exemple, par exemple, de vouloir ressembler à Kim Kardashian ou de vouloir ressembler à Tom Cruise. Et donc, parfois, il y a des demandes absolument extraordinaires et stupides de créer une ressemblance chez un être humain pour qu'il soit heureux en étant quelqu'un d'autre. Quel est l'acte de chirurgie esthétique le plus pratiqué, le plus demandé ? Alors, on sait maintenant, ça a été étudié depuis maintenant une dizaine d'années, l'opération la plus pratiquée au monde, même de toutes les opérations, c'est la liposuction. Elle a été inventée par Yves Gérard Ilouz, qui est un chirurgien originaire de Tunisie, un homme absolument génial et extraordinaire, qui a eu l'idée, en faisant un petit trou dans le corps, d'aspirer la graisse profonde et ainsi de modifier avec très peu de cicatrices les amas graisseux. Il pouvait les enlever et ça, vraiment, c'est quelque chose qui continue actuellement. Depuis l'année 1978, la courbe d'augmentation de cette opération ne cesse de croître. Chez les dames et chez les messieurs. Chez les dames et chez les messieurs, parce que les hommes veulent avoir aussi des six-packs au niveau du ventre, ils veulent enlever le bedon, ils veulent enlever des amas graisseux au niveau des seins. Donc la liposuction... Ils sont épargnés par la cellulite quand même. Pardon ? Ils sont épargnés, les hommes, par la cellulite. Oui, là, ça c'est vrai, mais c'est une question de constitution masculine et féminine différente à cause de petites fibres en profondeur qui sont des fibres qui sont faites d'une aponévrose, qui viennent s'attacher à la peau des fesses des dames, et quand la femme contracte les fesses, ça tire un petit peu comme si on tirait sur une ficelle, et on voit cette cellulite qui apparaît. Et c'est compliqué d'ailleurs à traiter. La cellulite ne peut pas simplement être traitée par la liposuction, il faut un geste supplémentaire, ce qu'on appelle des fibrotomies, c'est-à-dire qu'il faut couper tous ces petits ligaments qui attirent la peau vers l'intérieur. Mais la liposuction reste l'opération reine. Et puis, devant le nez, devant les seins, devant toutes les autres opérations. Maintenant, les autres opérations, ça dépend un petit peu des pays. Par exemple, actuellement en Amérique latine, l'opération la plus fréquente, c'est l'opération de regonfler les fesses. Parce qu'il y a un rêve chez ces femmes qui sont souvent un peu mulâtres, d'avoir des fesses qui sont à moitié africaines, c'est donc protubérantes vers l'arrière, et c'est un des critères de beauté là-bas. Dans d'autres pays, ça sera par exemple la rhinoplastie. En Iran, et en Turquie, il y a un grand problème avec les nez parce que ce sont des nez qui sont en général généreux, importants, et comme il y a beaucoup de télévision partout, eh bien même les jeunes Iraniens ou les jeunes Turcs rêvent d'avoir des nez qui soient un petit peu moins importants dans leur visage. En France, les opérations actuellement les plus fréquentes, ce sont, après la liposuction, les rhinoplasties, effectivement, et aussi les opérations de rajeunissement, de type opération des paupières ou opération du visage à type de lifting, et il y a différents types de lifting. Vous expliquez, vous dites la demande de la chirurgie esthétique, c'est une discordance entre le corps qui lâche et l'esprit qui brûle encore. Oui, c'est une formule que j'aime bien parce que il faut comprendre que quand quelqu'un a un complexe, c'est quelque chose qui va le mettre en péril. Parce que face à son amoureuse, face à ses employeurs,
il va douter de lui, non seulement parce qu'il doute, il est d'être pas au niveau de ses compétences, mais aussi il dit mon corps ne véhicule pas cette aura que je voudrais qu'il transmette pour que j'apparaisse comme sympathique, dynamique, plaisant. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'avais eu un conflit une fois au cours d'une émission de télévision avec un chirurgien communiste, très brillant, un chirurgien généraliste, qui avait réagi très durement quand je disais que la société actuellement pousse à la chirurgie esthétique parce que dans une même entreprise, si quelqu'un a l'air un peu trop vieux, il va être mis sur la touche. Cela l'avait révolté complètement. On disait, mais comment vous pouvez dire ça ? Et pourtant, les enquêtes ont montré que c'était vrai. Et qu'actuellement, dans une entreprise, par exemple dans une start-up, une femme qui s'occupe des relations publiques et qui a 40 ans, commence à être inquiète parce qu'autour d'elle, il n'y a que des gens qui ont 20 ans, 25 ans, et qu'elle est un peu marginalisée en disant, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans la société. Vous avez 40 ans. L'apparence est importante. On l'a vu la semaine dernière avec Anne-Sophie Joly et les personnes opulentes. Alors ce problème-là est un des problèmes majeurs de notre société parce qu'il conjugue deux points négatifs. D'une part, non pas la laideur, mais la dysmorphie de l'obésité. Et d'autre part, le fait qu'il y a un risque et un péril pour la vie à devenir obèse parce que ça diminue l'espérance de vie. Et donc, à ce moment-là, les gestes qui permettent de rétablir un poids à peu près confortable et normal, si j'ose dire, j'ai horreur de ce mot, mais un poids compatible avec la vie quotidienne, ce sont des gestes importants au niveau médical et chirurgical. Il existe un débat contre la chirurgie esthétique. Quelque part, elle apparaît, enfin vous l'expliquez, elle apparaît honteuse pour plusieurs raisons. Oui, je crois que là, il y a un des points essentiels dans notre société. Par exemple, la recherche la plus fréquente en matière d'esthétique sur Google, c'est les stars ratées. C'est-à-dire que l'esprit humain est un peu pervers, il cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas, quel est le scandale. Et c'est vrai que pour un être humain, aller se confier à un chirurgien et subir une opération, ça peut être un petit peu dégradant parce que ça veut dire qu'il n'est pas comme il aurait souhaité et il faut qu'il fasse appel à quelqu'un pour le changer. On le verra avec les mythes en deuxième partie de l'émission, voilà. Avec Faust et Narcisse. Alors tout ça crée donc une dépendance vis-à-vis d'un acte qui est un acte chirurgical, qui est un peu rabaissant. D'où l'importance, pour nous chirurgiens, d'inventer des techniques où personne ne verra rien, où on n'aura jamais l'impression que cette personne a eu le nez opéré ou qu'elle a eu à peine les lèvres un tout petit peu regonflées. Pour vous, une bonne chirurgie, c'est une chirurgie qui ne se voit pas. Voilà, je peux dire quelque part que... À la différence des lèvres pulpeuses que vous détestez. Tout à fait. La nouvelle génération de chirurgiens, nous sommes les hommes de l'invisible. Nous devons pouvoir faire traverser les portes et les fenêtres à nos patients sans qu'on les pointe du doigt. Contre la chirurgie esthétique, les arguments, c'est trop cher. Alors, je sais qu'à Boucicaut, vous aviez organisé la possibilité pour des patients d'être pris en charge. Alors, je crois que ce problème de l'argent, on ne peut pas le méconnaître. Quand j'ai commencé à faire mes études de chirurgie esthétique, c'était aux États-Unis, le niveau financier auquel les patients acceptaient était colossal. Un lifting, déjà à l'époque, coûtait l'équivalent de 10 000 euros. Maintenant, en France, c'est presque le double. Et pourquoi est-ce que les chirurgiens trouvaient des clients ? Mais parce que c'était une fierté pour une femme américaine, assise sur un banc à Miami, avec ses copines qui venaient de Brooklyn, de dire, tu vois, moi je me suis fait rajeunir de 10 ans, moi j'avais l'argent. Et c'était une sorte de fierté. L'argent n'était pas quelque chose qui était honteux. Quand je suis revenu en France, c'était quelque chose qui était extrêmement différent. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, travaillant à l'hôpital en chirurgie réparatrice et connaissant toutes ces techniques nouvelles de chirurgie esthétique, j'ai eu envie de démocratiser la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que j'avais négocié avec le directeur de l'hôpital une sorte de tarif minimal qui était fonction du prix de journée que les patientes payaient et cela revenait beaucoup moins cher. Le prix de journée à l'époque était de l'équivalent de 600 €. Donc une opération simple où les gens sortaient le soir, ça leur coûtait 600 €. S'ils passaient une nuit, c'était 1 200 €. S'ils devaient passer 2 nuits ou 3 nuits, c'était le nombre multiplié de jours par 600 €. C'était vraiment 5 fois moins cher que tout ce qui était fait autour. Ça a eu un succès formidable parce qu'on a eu
une liste d'attente très rapidement, presque sur 2 ans. Et le nombre de ces opérations était contingenté parce qu'on avait d'autres chirurgies à faire qui n'étaient pas que de la chirurgie esthétique. Mais cela m'a valu la haine de mes confrères parce qu'ils se sont dit « Mais tu es en train de brader notre métier, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais baisser la valeur de nos actes. » Moi, je leur disais pas du tout. Je m'adresse à une population qui, de toute façon, ne serait pas venue vous voir. Mais j'ai même été exclu de la Société de chirurgie plastique reconstructrice parce que j'avais été considéré comme quelqu'un qui faisait trop bouger les choses. Et puis après, quand je suis parti de l'hôpital, j'ai continué quand même à essayer d'être correct au niveau des prix et j'admets que quelque part, les psychanalystes ont raison. C'est-à-dire que pour un patient, le fait de payer son opération, ça l'engage pas seulement financièrement, mais il se dédie à un acte dont il va assumer une part de responsabilité puisqu'il le paye. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que se faire opérer, c'est pas comme de monter dans une voiture pour faire un trajet en taxi, on paye déjà un peu. Mais là, on doit intervenir au niveau du corps, et donc payer, ça veut dire j'ai bien compris ce qu'on va me faire. J'ai reçu l'information nécessaire, et l'information et le geste opératoire ont un coût. D'ailleurs, cela nous engage parce que vous savez que nous devons être assurés auprès d'assurances, que toute faute chirurgicale peut être condamnable. Donc c'est aussi un gage de qualité technique. Le fait d'avoir à payer, ça engage aussi le chirurgien à le rendre responsable des actes qu'il fait, et pas seulement pour les lendemains de l'opération, mais pour une longue durée. Votre livre est un plaidoyer pour une chirurgie bienfaisante, honnête, prudente. Oui, je pense que là aussi, quelque part, il faut que dans la société qui nous entoure, les gens comprennent que les complexes, presque tout le monde en a. Ça ne veut pas dire qu'on va opérer tout le monde. On ne va opérer que chez les patients qui ont une souffrance. Et des fois, d'ailleurs, nous, on n'est pas sûr qu'on a bien fait ou qu'on va bien faire. Et donc, c'est pour ça que le recours au psychanalyste ou au psychiatre est très important pour nous. Nous devons avoir soit une formation suffisante, soit demander à quelqu'un dont c'est le métier d'écouter ses patients pour savoir s'ils ont des défauts, notamment s'ils sont paranoïaques, par exemple, ou s'ils sont dysmorphophobes, qui est cette maladie où un individu opéré ne sera jamais satisfait de son opération. Il faudra tout le temps recommencer un autre geste chirurgical. Ça peut conduire à quelque chose de terrible. Voilà, on arrive au terme de la première partie de notre entretien. On a compris qu'il existait pour vous une éthique de l'esthétique que reprendra probablement Nicolas. Et de manière certaine. Moi, je suis très très content de cette première partie parce que c'est vrai que bénéficiant quand même, et ça je crois que vous l'avez remarqué, docteur Vladimir Miss, d'un physique de radio impeccable, nonobstant la présence des caméras, je trouve que je n'ai rien à refaire sur mon visage. Quasiment rien. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que professionnel ? Moi, je vous admire. Les cheveux quand même très loin des yeux, comme ça, un physique à la Guy Marchand exceptionnel. Heureusement que les gens regardent pas tous l'émission. Hein. Il faudrait. Voilà, parce que vous entendre et vous voir l'un comme l'autre est un grand bonheur. Bon, j'espère qu'ils nous entendent déjà, c'est déjà pas mal. On se retrouve en deuxième partie, on continue de parler de cette passion du corps chez l'Harmattan. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. On est en deuxième partie de Réfoy, le magazine de la santé sur Radio J avec le docteur Vladimir Mitz. Ravi de vous avoir pour invité, pour une fois d'habitude chroniqueur, toujours passionnant. Et puis là, ça allait donc encore plus, puisque on passe un temps plus long avec vous sur cette passion du corps, des mythes à la chirurgie esthétique paru chez l'Harmattan. Vous parliez, Vladimir, dans cette première partie, d'une généralisation de ce recours à l'acte chirurgical. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce recours ? Est-ce qu'il est depuis le début de votre pratique plus généralisé, plus massif ? Est-ce qu'on y vient davantage à la chirurgie esthétique ? Est-ce que vous avez constaté, avec toutes ces années de pratique, un agrandissement de la demande ? Oui, on peut dire qu'il y a une augmentation d'environ 5% par an des actes de chirurgie esthétique et une augmentation d'au moins 10% par an des actes de médecine esthétique dans nos sociétés, parce que petit à petit, il y a une adhésion des patients pour l'idée de combattre le vieillissement. Je crois que c'est surtout cette partie-là maintenant qui domine les préoccupations de nos concitoyens. C'est est-ce qu'on peut vieillir moins vite ? Est-ce qu'on peut améliorer son apparence ? Et dans votre précédent ouvrage, vous parliez du 3e âge et même du 4e âge. Il n'était pas rare de voir débarquer en cabinet des dames, des messieurs, octogénaires déjà. J'ai le souvenir d'un exemple, nonagénaire, je ne sais pas, mais voilà, qui demandaient à ne pas être totalement exclus de la société. Ça fait déjà quelques années qu'ils ne travaillent plus quand ils ont 80 ans, mais voilà, pour continuer de faire partie de la société à titre séductif, à titre social et parfois même, pourquoi pas, à titre sexuel. Ça peut arriver que des gens viennent vous voir en cabinet pour un petit geste. Nicolas, vous avez parfaitement décrit ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a plus d'âge limite. Le seul âge limite, c'est les conditions du corps. Est-ce que le corps peut supporter un geste opérateur ? Qu'est-ce que vous dites alors, par exemple ? Vous regardez le patient ? Oui, on doit regarder bien sûr le patient pour voir qu'est-ce qu'il peut supporter. Beaucoup de ces patients ont recours à la médecine esthétique, mais il y a aussi des cas où les demandes, par exemple, d'un lifting ou d'une opération au niveau du cou, essayer de rétablir un cou qui soit un petit peu moins marqué, est une demande parce que pour les patients, c'est une façon d'acquérir de l'assurance. Par exemple, une des demandes les plus fréquentes aussi que j'ai vues, c'était au niveau des seins, même chez des femmes d'un certain âge, après la ménopause, le fait que les seins se vident et tombent, ou deviennent beaucoup trop gros, représente une gêne qui handicape leur vie sexuelle et leur vie intime. Et donc, elles demandent une réparation. Et bien sûr, ce n'est pas commun pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à être appliqué d'une façon réglementaire. Mais quand la demande, elle existe, nous devons examiner le patient puis voir est-ce que vraiment il peut supporter un acte chirurgical. Le plus souvent, un acte médical est plus facile à faire. Et comme pour paraphraser Romain Gary, est-ce qu'au-delà de cette limite, quand le ticket n'est plus valable, est-ce que vous n'hésitez pas à l'annoncer aux patients ? Voilà, je dirais que notre plus grand talent en tant que chirurgien, c'est de savoir dire non. Dire non, ça nous arrive très souvent. À toutes les consultations, nous disons non au moins 2 ou 3 fois. Vous avez parlé tout à l'heure des dysmorphophobies, là, et vous donnez un exemple dans votre ouvrage d'un patient qui va entre le chirurgien, le psychiatre qui le renvoie au chirurgien, et une demande qui est une demande sans fond. Tout à fait. Donc c'est l'art de dire non, et l'art de dire non pour nous, c'est aussi une façon de trouver chez le patient quelque chose qui peut lui redonner une assurance. C'est-à-dire lui donner, vous avez des points forts. Vous vous plaignez d'un point faible, mais moi je vois chez vous beaucoup de points forts. Et ce point faible, est-ce que vraiment il faut aller le corriger ? Chez le patient dont vous me parlez, de ma part, j'ai accepté à un moment donné de faire des petits gestes. Parce que le fait que quelqu'un s'intéresse, l'écoute et essaye de faire un petit peu quelque chose qui n'est pas grave ni dangereux, c'est quelque chose qui l'a rétabli dans une optique de retrouver un métier. Et je le suis encore actuellement. Il vient de temps en temps se faire des petits gestes parce que ça le réconforte, ça lui redonne confiance, une assurance vis-à-vis de son quotidien.
Vous avez intégré la médecine esthétique à la chirurgie esthétique? Tout à fait. Tous les chirurgiens font maintenant de la médecine esthétique parce que, comme nous connaissons le corps centimètre par centimètre, de la surface à la profondeur, nous savons comment injecter. Et puis, il y a par exemple une méthode de médecine esthétique qui est remarquable, qui s'appelle le lipofilling, c'est-à-dire remplir les creux du corps humain quand ils surviennent en prélevant la propre graisse du patient. C'est un geste qui est assez simple. Il y a des chirurgiens et des médecins qui le font à leur cabinet sous anesthésie locale. C'est pas quelque chose de grandiose. Et complémentaire de la liposuction dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, c'est le contraire de la liposuction. Et donc, c'est quelque chose que nous pratiquons d'une façon très fréquente. Donc oui, la médecine esthétique fait maintenant partie intégrante de l'exercice de la chirurgie esthétique en tant que grande spécialité, mais elle nécessite une formation, évidemment. Vous avez dénoncé dans cette émission le tourisme médical, et à la lecture de votre livre, on se rend compte qu'effectivement, les raisons. Alors, le tourisme médical est quelque chose... tourisme chirurgical, pardon. Médical et chirurgical, d'ailleurs. Je souhaite attirer l'attention des gens qui nous écoutent sur le fait qu'il y a à peu près 5%, entre 2 et 5% de complications sérieuses, quelle que soit la qualification du chirurgien, qu'il soit français ou étranger. La différence, c'est quand vous avez cette complication et que vous êtes fait opérer à l'étranger, tout devient un problème. Il ne suffit pas d'avoir une caméra, un FaceTime, ou de montrer le problème pour que le chirurgien qui est très loin trouve la solution. Parfois, il faut réopérer, parfois même en urgence, quand il y a ce qu'on appelle une nécrose, c'est-à-dire une partie des chairs opérées qui vont pourrir et pour lesquelles il faut faire un acte d'excision rapide. Et donc, je pense que le fait de garder son chirurgien sous la main, si j'ose dire, d'être proche de lui, de pouvoir lui téléphoner, le revoir et subir une réparation immédiate, c'est fondamental. Pour moi, ce qui condamne le tourisme chirurgical, c'est le fait que c'est très compliqué de retourner dans les pays d'Afrique du Nord, en Turquie ou peu importe, pour refaire une chirurgie réparatrice en urgence ou secondaire. Ça va vous revenir beaucoup plus cher que si vous étiez opéré en France. On va venir dans quelques instants à cette passion du corps, des mythes à la chirurgie esthétique. Vous en parliez déjà des mythes dans votre précédent ouvrage dans lequel vous disiez que vous étiez, vous, les chirurgiens esthétiques, également les récipiendaires, les hôtes des troubles de la psyché de vos patients, que vous les accueillez, que vous accueillez leur désarroi, leur psyché, leur questionnement par rapport à leurs critères esthétiques. Et j'ai oublié le sens de ma question. J'ai parfaitement compris. Ouais. Et je trouve que vous avez raison de souligner ce point, et c'est notamment, par exemple, le cas du mythe d'Édipe. Puisque Édipe, c'est quelqu'un qui va devenir roi de Thèbes en ayant tué son père sans le savoir et épousé sa mère. Et ces rapports familiaux complexes, c'est ce que nous constatons d'une façon quasiment journalière dans nos consultations, parce que le patient ne se définit pas seulement par rapport à son image ou à son être, il y a toujours derrière lui, en ombre chinoise, le père, la mère, tout ce qui s'est passé. Et si on n'arrive pas à très bien décoder pourquoi il y a cette détestation du nez du père, on ne pourra pas comprendre quelle opération il faudra faire. Et donc, c'est l'idée que les mythes anciens portent en eux-mêmes des messages, et ces messages sont très intéressants pour nous à interpréter dans le cadre de notre pratique. Et j'ai retrouvé le sens de la question. C'est souvent tu en famille ou auprès du conjoint quand on a besoin, l'idée, l'envie d'aller pratiquer, de se faire un petit geste chirurgical. Souvent, le conjoint a tendance à freiner un petit peu, ou le papa ou la maman. « Oh, t'as pas besoin, ça changera pas grand-chose. » Vous, les chirurgiens esthétiques, eh bien, vous êtes les hôtes justement de ce désarroi, sans jugement et avec bon conseil. Oui, c'est vrai, parce que dans la famille, si quelqu'un dit, le fils dit « Papa, je supporte pas mon nez, je voudrais me le faire opérer », et le père va dire « Mais je te comprends pas, regarde, moi j'ai vécu 50 ans avec mon nez, il est très bien, j'ai bien réussi dans la vie, pourquoi est-ce que tu vas te faire une chose pareille ?» Et c'est vrai que cette dimension de la famille est fondamentale, et personnellement, dans ma pratique, j'essaye aussi toujours de voir les gens en couple, les patients. Je leur demande à la femme qui veut avoir des prothèses mammaires pour une augmentation mammaire, je lui dis « Qu'en pense votre mari ?» Il s'en fiche, mais venez quand même avec lui que je lui explique, parce qu'après, s'il n'est pas content, il va vous le faire payer très cher. Et donc, c'est important que ces consultations aient un caractère un peu plus général, un peu familial,
pour qu'il y ait ce que j'appelle, moi, le consensus familial. Et je rappelle que votre cabinet est installé toujours aujourd'hui, pas très loin de la rue Vanneau où était Serge Gainsbourg avec ses oreilles décollées, mais que vous n'êtes jamais occupé des oreilles décollées de Serge Gainsbourg. Jamais. Jamais, parce que c'est quelqu'un qui a mis en avant ces petites déformations pour en faire sa gloire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens exceptionnels qui, de leur faiblesse, font des forces. Et ça, c'est tout à fait admirable. Si ça pouvait être le cas de tout le monde, nous serions au chômage. Tout le monde n'a pas cette capacité créative de Gainsbourg. Eh ben on va parler de ces mythes. Je voulais vous entraîner en faisant cette transition Gainsbourg au mythe de Pygmalion. Pygmalion, voilà, pour dire qu'il est dangereux toujours de tomber amoureux de sa créature. Serge Gainsbourg, lui, est tombé amoureux de Brigitte Bardot, de Catherine Deneuve, etc., et de Jane Birkin. On rappelle le mythe qui est dans l'ouvrage, bien sûr, le mythe de Pygmalion. Il parvient à transformer une statue en marbre blanc en une belle femme dont il tombe fou amoureux. Et ce qu'il est important, mais ce qui est important parce que c'est interdit chez les médecins, évidemment, de faire ce transfert sur le geste chirurgical qu'on va opérer chez une patiente. Et comme on sait que c'est une discipline artistique que celle de la chirurgie esthétique, tout artiste s'attache à son œuvre. Vous avez merveilleusement décrit la situation, Nicolas. C'est vrai que le mythe de Pygmalion, pour nous chirurgiens, est très important. Et pas seulement pour nous d'ailleurs, parce que tellement d'êtres humains vivent une situation d'emprise par quelqu'un d'autre qui veut essayer de le transformer, pas forcément par la chirurgie, mais par son habillement, par ses pensées, par sa créativité. Le rapport à l'autre est extrêmement complexe. Et c'est vrai que parfois, il nous arrive, quand on a réussi une opération, d'avoir un sentiment non pas de triomphe, non pas d'amour. Un petit hubris technique. Un petit hubris technique, voilà. En se disant, waouh, l'ai-je bien fait? Oui. Et la réciproque est vraie aussi, parce que nous savons que nous serons dans le cœur de certains de nos patients ou patientes pendant toute leur vie. Il nous arrive des fois, des années après, de rencontrer un patient dans la rue. Nous, on ne le reconnaît pas, mais quelle fierté. Je n'ai pas eu d'avoir un patient m'aborder dans la rue en me disant « Mais vous ne me reconnaissez pas, docteur ?» Je regarde, vous m'avez opéré il y a 20 ans. Et je regarde, je ne vois rien. Vous avez refait mon nez. Ah, alors là, j'étais très, très fier. Parce que, quelque part, même moi, je vous êtes fait avoir voilà. Sur la technique de l'artiste. Et donc, si vous voulez, Pygmalion, c'est une très belle histoire parce que, malgré tout, il y a un franchissement d'un interdit. Et ce franchissement d'un interdit, eh bien, je sais qu'un certain nombre de mes confrères l'ont effectué. C'est pareil chez les psychanalystes. Parce que c'est assez humain, à un moment donné, quand on a ce rapport très bizarre entre sa création et soi-même, de ne pas tenter de créer un lien. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que jamais, never, ça se finit toujours mal. Mon maître Raymond Villain m'avait aussi, deuxième fois, appris un mot très très important. Cela peut Il est obligé de citer Raymond Villain 2 fois par émission, Vladimir. Par contrat. Il y a un seul cas où le chirurgien peut s'intéresser à sa patiente. Il nous disait, si vous avez vraiment raté une patiente, épousez-la. Il y a un geste artistique. Est-ce qu'on considère les chirurgiens esthétiques comme des artistes? Est-ce qu'il y a un geste artistique chez le chirurgien esthétique ou c'est pas indispensable? Est-ce que les chirurgiens esthétiques s'intéressent à l'art d'une manière générale? Je pense que globalement, tous les chirurgiens esthétiques s'intéressent à l'art sous une forme ou une autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des artistes, parce qu'être artiste, c'est une dimension qui est différente. Mais il y a un rapport à l'art, puisqu'il y a un geste. Il y a un geste qui est manuel, guidé par l'esprit. Donc oui, il y a une partie qui est artistique. Et c'est en ce sens-là, par exemple, que le mythe d'Orphée est extraordinaire. Parce que Orphée, c'est quelqu'un qui jouait merveilleusement de la lyre et il va essayer de récupérer son épouse Eurydice qui a été mordue par un serpent et qui a été envoyée aux enfers. Il ne doit pas se retourner. Et il ne doit pas se retourner. Et il va la chercher. Et jusqu'au dernier moment, il résiste. Et au dernier moment, il craque. Devant son émotion. Donc, voilà. Et je pense que c'est tellement profondément humain que ça a tout à fait en relation avec cette difficulté de l'art et de la chirurgie esthétique.
La lutte contre le vieillissement, on continue d'en parler avec le livre de Dorian Gray, fameux, on l'a tous lu à l'école, le portrait de Dorian Gray. Le livre d'Oscar Wilde, donc, qui aborde la déchéance de l'apparence physique, et on va parler du Caravage et du portrait de Narcisse, le mythe de Narcisse. Alors, que se passe-t-il avec ce mythe? Narcisse, tout le monde en est dingue, toutes les femmes le regardent. Et lui, il prête assez peu d'attention en retour aux dames, mais il prête plus d'attention à sa propre image, et il finit par la contempler, et c'est là qu'il meurt. Imaginez une période où il n'y a pas de miroir. Et Narcisse est un très beau jeune homme qui ne sait même pas qu'il est beau. C'est vrai que toutes les femmes l'aiment, mais il y a notamment une nymphe qui s'appelle Écho. On l'a appelée Écho parce qu'elle l'appelait tout le temps. Et lui, il n'entendait pas, il s'en fichait, il était ailleurs. Et un jour, au-dessus d'une rivière, il se penche, et il y a un tableau du Caravage, qui est un peintre remarquable du XVIIIe siècle. Il y a eu un destin tragique, mais c'était le premier peintre qui faisait venir des modèles chez lui pour dessiner d'après ces modèles des scènes très réalistes et toujours avec des colorations. C'était le noir, le blanc, c'est-à-dire c'était assez dramatique, c'était un metteur en scène. Et donc, Narcisse se penche, on le voit bien dans ce tableau, il est sur ses genoux, au-dessus d'une mare, et il s'aperçoit, il est très beau. Il tombe amoureux de lui-même. Et c'est un mythe qui est très très ancien, qui a été repris par beaucoup d'artistes, et l'important, c'est que ça conduit à l'interprétation psychanalytique du narcissisme, c'est-à-dire le fait de s'aimer trop. Et le fait de s'aimer trop, c'est quelque chose qui est assez catastrophique, parce que ça veut dire qu'on ne sort plus de soi-même. Et c'est vrai qu'à la fin, Narcisse ne s'en est pas sorti et qu'il s'est suicidé. Il est toujours vecteur, ce narcissisme, dans la société. Il est vecteur d'une angoisse. Oui, le narcissisme est quelque chose qui est très... Est-ce que c'est parce qu'il y a une angoisse, ou est-ce qu'il amène une angoisse, ou les deux? Il y a les deux. Il y a déjà une angoisse native de ce qu'on représente et aussi de la transformation de son apparence. Et puis il y a aussi la souffrance. Et puis parfois aussi il y a la violence. Parce que tous les livres qui ont été écrits sur la pathologie du narcissisme depuis Freud et les autres ont montré qu'il y avait plusieurs phases. Si deux êtres sont l'un avec l'autre, s'il y en a un qui est narcissique, il va petit à petit au début adorer qu'on lui fasse des compliments. Et puis à un certain moment donné, d'autres personnes vont aimer, et il va se détourner, il va aller vers la haine, la détestation de la première personne. C'est donc un mythe qui est très important parce qu'il porte en lui toutes les destinées humaines un peu tragiques de la pathologie mentale. Il n'est pas simple de rester vieux et laid, surtout quand on sait qu'une renaissance est possible par une voie médicale ou chirurgicale. Le visage est très important, le visage est toujours signifiant, il raconte une histoire, toujours le visage. Oui, ainsi que le corps, mais le visage est important. Bien sûr, le visage est quelque chose qui est fondamental, l'apparence physique est fondamentale. C'est aussi le mythe de chimère dont je parle, c'est que la chimère qui était un monstre, une tête de lion, un corps de chèvre et un serpent qui en sortait. Donc imaginez un personnage comme ça qui est fait de façon composite et qui n'est pas il n'a pas réussi à faire son unité. C'est une souffrance qui est très importante. Et nous, on le rencontre très souvent chez des patients qui disent « Ouais, moi, rien ne va chez moi. Je ne m'aime pas, mon nez ne me va pas, j'aime pas mon corps, je suis pas musclé, et puis j'aime pas mes bras. » Et donc, dans cette détestation de soi-même qui est plurifocale, ici, nous rencontrons une pathologie qui est une pathologie de la détestation de soi, du fait que quelqu'un n'a pas réussi à se construire et être heureux avec lui-même, avec toutes ses différentes parties. Et dans ces cas-là, c'est sûr que ce n'est pas de la chirurgie qu'il lui faut, mais bien entendu, une psychiatrisation de ce patient. Vous, le spécialiste de l'invisible, du geste invisible, est-ce que vous avez des patients qui viennent vous voir et qui veulent du visible? Oui, alors ça existe aussi, et notamment chez les jeunes maintenant, qui veulent absolument qu'on leur fasse... Vous parlez du body lift. Le body lift, ou c'est des transformations corporelles majeures pour devenir quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un d'autre de fantasmé. Et c'est aussi pour nous quelque chose de très dangereux, parce que la civilisation que nous traversons actuellement, avec la prévalence de l'image, cette force de l'image, fait que pour un être humain,
c'est assez facile de fantasmer, de devenir comme un tel ou comme un tel, parce qu'ils pensent que la chirurgie, c'est un peu comme un morphing informatique, qu'il suffira de faire quelques gestes pour qu'on devienne celui qu'on a envie d'être. Et bien sûr, là aussi, pour nous, c'est une façon de dire non. Nous devrons impérativement refuser d'opérer des gens qui ont cette pathologie. Vous insistez beaucoup sur la nécessité de garder la personnalité de l'autre. Oui, tout à fait. Que votre acte ne doit pas tout transformer. à fait. Notre fierté à nous, c'est quand un patient vient, et que, par exemple, une femme qui s'est fait opérer du nez, alors nous leur disons, pour pas que les gens voient grand-chose, changez votre coiffure. Donc elle retourne au travail avec une coiffure un petit peu différente, et on lui dit, t'es plus jeune. Et là, cette femme nous raconte cette anecdote. Elle me dit, mais je suis furieuse, parce que quand même, je voudrais qu'il voit que je me suis fait faire opérer le nez. Alors, vous ne voyez pas que j'ai changé quelque chose? Alors, elle regarde bien et me dit, oui, peut-être, tu t'es pas fait faire des injections sur les lèvres. Donc, si vous voulez, voilà, nous sommes vraiment à la fois très heureux d'être les hommes de l'invisible, mais parfois, les patients nous le reprochent aussi un petit peu, parce qu'un certain nombre voudraient quand même que ça se voit un peu. Et c'est là qu'on vient au mythe de Faust. Mais vous en parliez dans la première partie, le rapport à l'argent de Faust, du mythe de Faust. À l'heure de sa mort, il souhaite retrouver une jeunette. Voilà, il vend son âme au diable. Et donc pour lui, ce qui était important, voilà, le chirurgien est-il diabolique parce qu'il se fait payer? Non, il faut qu'il fasse un geste utile pour la personne, en s'accordant à sa personnalité. Oui, vous avez bien décrit, avec peut-être quelque chose en plus. C'est le problème des rapports amoureux transgénérationnels. C'est que je crois qu'à notre époque, en dehors de tout ce qu'on a dit sur ce mythe de Faust, Faust a réellement existé. Vous savez que c'est une histoire qui provient d'un ancien alchimiste. Vous en avez parlé dans cette émission. Un ancien alchimiste et dont le nom ensuite a été utilisé. Mais j'en reviens au rapport amoureux. Les changements de notre société font qu'un homme ou une femme qui a 20, 25 ans, 30 ans de plus que l'autre vont former un couple, et que ça pose quand même beaucoup de problèmes à un moment donné au niveau du physique. Et le nombre de patients que nous voyons en disant « Écoutez, je ne voudrais pas que mon mari ou ma femme le voie » ou bien « J'ai divorcé, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui a 20 ans de moins que moi. S'il vous plaît, pour me donner un peu de force morale et mentale pour le quotidien, j'ai besoin d'un petit geste qui fasse que quand je me regarde dans la glace, je me trouve à la hauteur. » On a reçu le néo-académicien Raphaël Gaillard il y a 15 jours, 3 semaines. Vous allez nous dire un mot avec le mythe DB de l'immortalité, puisqu'on en a longuement parlé dans cette émission d'il y a 15 jours avec Raphaël Gaillard. Racontez-nous peut-être juste le mythe DB, H-E-B-E. Oui, Hébé, c'est une nymphe qui n'est pas très connue, une histoire qui n'est pas très connue, mais elle servait dans l'Olympe à servir le nectar qui rendait tous les dieux immortels, ce que je ne savais pas. Ça rejoint Calypso, voilà. Ouais. Calypso et Hébé était donc cette très jolie femme qui était là pour donner ce nectar. Et puis un jour, malheureusement, elle a fait une chute. Elle a fait tomber le nectar et le vase, et on a entrevu ses cuisses. Et donc, quelque part, soudain, ça a créé du désir parmi les dieux de l'Olympe, et elle a donc été exclue parce qu'elle avait osé montrer quelque chose qui ne devait pas être montré à ce moment-là. Et ainsi, mais elle a vécu heureuse. Après, elle s'est mariée, elle a eu d'autres enfants. Mais c'est quand même cette idée que l'immortalité était un breuvage, ce que j'ignorais jusqu'à lire ce mythe, et que les dieux étaient obligés de boire régulièrement ce nectar pour ne pas mourir. L'immortalité, la phrase de Woody Allen, c'est long, surtout vers la fin. Ouais, on en touche à la presque fin de cette émission, Vladimir Mitz. Et oui, il nous reste 1 minute à passer ensemble. On a été ravis d'être avec vous, invités pour cette passion du corps des mythes à la chirurgie esthétique aux éditions L'Harmattan. Comment êtes-vous devenu chirurgien esthétique? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours? Vous faites des études de médecine. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir vers la chirurgie esthétique? J'avais commencé par faire de la neurochirurgie, de la chirurgie du cerveau, un peu comme Gaillard. Mais on m'a dit à l'hôpital que je n'avais plus ma place. Je n'étais pas fils de patron, donc ma carrière à l'hôpital était finie. Alors mon tempérament artistique a dit, puisque je ne peux pas travailler au niveau du cerveau qui était ma passion, je vais essayer de voir quelque chose qui va rendre les gens heureux. J'avais besoin de faire du bien et du plaisir aux gens. Et c'est donc comme ça que je me suis tourné vers la chirurgie réparatrice d'abord, et ensuite la chirurgie esthétique, parce qu'il y avait tout à découvrir
La base de la chirurgie esthétique, c'est l'anatomie, c'est la façon dont nous sommes faits. Et pour un chirurgien, ces découvertes anatomiques ont eu de grandes conséquences, notamment dans les transformations en matière de lifting du visage. Et vous n'êtes pas ennemi vous-même d'un joli trait. Quand on vient vous visiter chez vous, on voit l'annexe du musée des Beaux-Arts, c'est très très beau, voilà. Je donne pas l'adresse parce que après ce que je viens de dire, ils vont tous venir, vous allez avoir des ennuis, mais vous n'êtes pas ennemi d'un joli trait, vous êtes vous-même artiste, Vladimir Mitz. Merci, ça a été un plaisir en tout cas, la passion du corps. Merci Serge Rafal, dont, regardez le visage sculpté, il y a rien à retoucher. Enfin, rien n'a été retouché. Rien n'a été retouché, il n'y a rien à retoucher. Tout est 1,66 disiez-vous, les mesures parfaites, des mesures grecques. Merci Serge Surpin à la réalisation, on a été ravis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Réfois. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal. Radio